Bien, bonjour à tous. Au nom du mécanisme d'assistance MSP plateforme, nous tenons à vous adresser toutes nos chaleureuses. Je commence, je démarre également ma vidéo. Nous tenons à vous adresser nos cordiales salutations. Alors, notre présentation se fera à deux voix pour pouvoir aborder les approches du multi-usage en Méditerranée. Et dans un premier temps, sur un travail que nous menons actuellement pour le compte de la Commission et afin qu'il puisse être partagé par l'ensemble de la communauté intéressée par le MSP, sur les problématiques du multi-usage et dans les procédures de permitting ou d'autorisation des activités, notamment sur les problématiques de l'éolien en mer. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, c'est la définition de ces bonnes pratiques de l'approche multi-usage, et notamment par rapport aux problématiques d'autorisation en mer, se base forcément sur quelques considérations qui sont fortes en Europe, mais aussi au-delà, sur le fait que l'économie bleue est vraiment sur le devant de la scène et on a une demande croissante d'accès, voire d'autorisation permanente des espaces maritimes sous les eaux sous juridiction, afin de développer les secteurs économiques, alors notamment l'éolien offshore, les énergies marines renouvelables, et donc toutes les autres catégories d'énergies marines renouvelables, toutes les potentialités liées aux productions de la culture marine, que ça soit aussi bien en poisson, en algues ou en coquillages. Et bien évidemment, cette pression croissante ou cette volonté croissante de développer l'économie bleue induit, bien évidemment, de garder et de réserver de l'espace pour les activités dites historiques, telles que la pêche, le transport maritime. Donc là, on est face à de vrais enjeux de compatibilité des usages. Sachant que le niveau d'usage, et notamment le caractère permanent de cet usage, est différent suivant les différents espaces, les différents bassins de l'Union européenne. Slide suivant. Alors, pour aborder cette problématique multi-usage, la Commission européenne a réalisé de nombreuses études et continue de nombreux efforts pour pouvoir soutenir la recherche et veiller à trouver des solutions traitant du multi-usage, notamment sur les problématiques d'autorisation, à travers plusieurs études dont j'en citerai trois, Unitaid, Coexist et Musis, que vous devez certainement connaître les uns et les autres. Dans tous les cas, je ne reviendrai pas en détail sur chacune de ces études, sinon le temps imparti serait largement dépassé. Ces projets illustrent des approches à la fois sur le développement de plateformes multi-usage, de colocalisation d'activités ou de développement d'activités qui soient faites de manière soutenable et en tant que telle. Pour plus de détails, je vous invite à aller sur la plateforme et vous verrez les best practices. Je pense que la présentation sera distribuée, vous pourrez y accéder. Slide suivant. Pour rappeler la problématique multi-usage, et si on dresse un panorama sur les 10 dernières années des différentes études qui ont pu être faites, même si elles sont loin d'être les exhaustives, mais mon panorama montre que depuis 2010, la problématique multi-usage est clairement au cœur des sujets, très fortement poussée à travers le développement des énergies marines renouvelables, et notamment de l'éolien offshore sur ce sujet. Avec, au fur et à mesure, et à partir de la deuxième moitié, depuis 2016, une meilleure intégration, meilleure prise en compte de l'ensemble des activités d'une approche combinatoire ou combinée des activités. Jusqu'à un troisième round de deux projets sur lesquels nous allons revenir plus en détail, surtout avec mon collègue Yves qui vous parlera d'un exemple sur le projet Musica. Dans tous les cas, l'ensemble de ces projets montrent la volonté d'aborder, de traiter l'approche multi-usage à travers la diversification et la recherche de solutions techniques et technologiques qui permettent de répondre à ces enjeux. Slide suivant. Alors ce tableau qui peut-être peut paraître assez peu lisible montre, à travers les différentes études que nous avons pu, passer en revue, la prépondérance de l'approche multi-usage, notamment sur l'ensemble des problématiques qui traitent des énergies marines renouvelables. Quelque part, on voit que le fait de développer les énergies marines renouvelables et la volonté donc de saisir les opportunités, de cet or bleu qui constitue les énergies, marines,
induit de se poser la question du multi-usage. Donc on voit un niveau d'interaction extrêmement fort, des problématiques des énergies marines renouvelables, qu'elles soient éoliennes, mais aussi sur d'autres formes telles que sur la marée ou sur le solaire, avec des différents types d'interactions, notamment et de manière assez évidente avec des problématiques utilisant le fait que ces installations exploitent de manière permanente l'espace, donc voir en quelle mesure ces activités puissent accueillir des activités type d'aquaculture, notamment de conchiliculture d'algoculture ou d'aquaculture. Également, un élément également intéressant à retenir, c'est que l'approche multi-usage ne se limite pas uniquement à une combinatoire d'activités économiques qui pourraient prendre en compte l'existence de cet usage dédié de l'espace, mais également des prises en compte de réponses à des obligations plus régaliennes, telles que la protection, la restauration ou la surveillance des activités en tant que telles. Slide suivant. Et ensuite, avant de passer la parole à Yves, je viendrai à rappeler que dans une procédure, que l'approche multi-usage, notamment dans le cadre des projets de développement offshore, vise à plusieurs objectifs. Et ce qui induit que l'approche multi-usage peut être comprise et appréhendée de différentes manières. Je pense qu'historiquement, et ce qu'on a pu noter depuis un certain temps, c'est que pour un développeur de projets éoliens, sa première motivation à travers l'approche multi-usage est bien évidemment de voir en quelle mesure son projet peut recevoir une plus forte acceptabilité, notamment par les activités externes. Donc, tout d'abord, le premier objectif d'un porteur de projet est de réduire ses conflits et de voir ainsi une meilleure acceptation de son projet. Deuxième objectif, qui peut être promu notamment par les régulateurs d'énergie, c'est que l'approche multi-usage lui permet également, à son niveau, d'atteindre ses objectifs en termes de création d'énergie renouvelables, en étant ainsi un peu plus prescripteur sur les porteurs de projets, sur la manière avec laquelle ils doivent définir le projet de développement. Et puis enfin, on peut aussi donc considérer que l'approche multi-usage puisse être considérée tout d'abord par le planificateur dans une approche qui ne soit pas exclusivement celle induite par la production de l'énergie, mais afin de répondre à l'ensemble des objectifs d'une manière intégrée de l'économie bleue, en veillant à ainsi une optimisation de l'espace, mais aussi en tenant compte des interactions ternaires. Il ne faut pas oublier, et je pense que il faut pas oublier que la production d'énergie nécessite forcément un atterrage, donc le rapatriement de l'énergie sur la Terre, et donc de considérer à la fois cet atterrage, mais aussi la disponibilité des moyens permettant l'intervention. Donc cette approche multi-usage doit aussi être considérée au sens où des acteurs intervenant sur une ferme aquacole au sein d'un parc éolien peuvent ainsi bénéficier des infrastructures et des moyens d'intervention. Slide suivant. En termes je dirais de challenges qui sont à traiter, à prendre en compte, notamment dans le cadre d'un projet et surtout afin de pouvoir développer une approche multi-usage, il est indispensable d'avoir, alors j'ai marqué une connaissance qui soit la plus complète, je me dirais une connaissance qui se veuille la plus exhaustive des usages de l'espace, je dirais dans ces 4 dimensions, aussi bien je dirais, horizontale que verticale sur la colonne d'eau, mais aussi du temps, pour pouvoir envisager la pluralité des usages. Évidemment, tenir compte de la compatibilité des activités entre elles afin de réduire notamment tous les risques de sécurité et de sûreté qui sont associés, qui peuvent apparaître soit au sein du parc, mais aussi à l'extérieur du parc. Donc là, il faut bien l'envisager en tant que tel. Élément important, car il ne faut pas oublier qu'un projet éolien notamment vise aussi à être sert à un modèle économique, donc veiller à que l'intégration de l'approche multi-usage au sein d'une définition du parc permette d'avoir des modèles économiques qui soient viables pour l'opérateur, qu'il ne faudrait pas promouvoir des solutions approche multi-usage qui ne soient pas économiquement viables pour son opérateur. Ça paraît être du bon sens, mais c'est également important à rappeler. Évidemment, développer l'approche multi-usage nécessite de tenir compte de l'impact cumulé sur l'environnement des activités qui vont être réalisées au sein du parc.
Et puis, comme je l'ai déjà expliqué, un des challenges qui est associé, c'est bien tenir compte de la planification à terre, afin d'avoir une certaine continuité entre la terre et la mer, visant ainsi, dans le cadre de ce développement de projet, d'avoir, au-delà de son projet de production, également les capacités portuaires et permettant les bonnes connexions sur notre projet. Donc là, je propose de passer la parole à Yves. Il va vous parler normalement d'un projet qui se tient en Méditerranée. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs du MSP Global de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de ces multi-usages. En fait, ce projet Musica, qui fait partie de nombreux autres projets, comme vous avez pu voir, comme vous a montré Frédéric, maintenant depuis pas mal d'années, je voudrais juste l'utiliser, ne pas rentrer dans le détail de ce projet tellement, mais surtout l'utiliser à titre d'exemple pour aborder les questions qui me paraissent très importantes de connectivité entre les usages, et pas simplement entre les usages, mais aussi au sein de l'écosystème lui-même. Ça me semble fondamental en matière de planification des espaces maritimes, et qui plus est, avec en Méditerranée une spécificité du fait des programmes de l'histoire, je dirais maintenant assez longue, des programmes de gestion intégrée des zones côtières. Très gentiment, Aya tout à l'heure a rappelé mon application dans les projets de la COI UNESCO, à l'époque qu'on n'appelait pas GISC, mais qu'on appelait ICAM, Integrated Coastal Area Management. Et puis aujourd'hui, de plus en plus également, à travers la Convention sur la biodiversité, tout ce qui touche à l'approche écosystémique, et qui aujourd'hui en Méditerranée est reconnu et a été mise en place avec ces indicateurs dans le cadre de la Convention de Barcelone, un petit peu, si vous voulez, poursuivant ce même objectif de bon état environnemental en Méditerranée, à l'exemple de la directive européenne pour les mers européennes. Alors, pour revenir au projet lui-même, Musica, c'est un projet, comme vous le voyez sur le schéma, qui est un projet de plateforme multi-usage destiné au développement de l'autonomie énergétique des îles, hein, plus spécifiquement. Et en l'occurrence, ce projet s'applique en termes de pilote sur l'île d'Imsès, une île qui se trouve en Grèce, donc dans la Méditerranée orientale. Alors, il s'agit sur une même plateforme située à une certaine distance de l'île, de la côte. Encore faut-il justement fixer cette distance. Il s'agit de développer 3 types d'énergie renouvelable, l'éolien, le photovoltaïque et l'énergie des vagues, en mettant au point des systèmes innovants de stockage et de transmission de l'énergie vers l'île, vers la terre, et enfin installer aussi une unité de dessalement de l'eau de mer et des services de soutien au développement de l'aquaculture. En fait, donc, on a une concentration de au moins 4 types d'activités sur une même plateforme, sur un même site très concentré. Dans cet exemple, en matière de multi-usage et de transfert de connaissances et de technologies, on est typiquement dans une forme offrant le maximum de connectivité entre les usages et les usagers concernés, qui demandent donc une planification, voire très inclusive, et une procédure commune en matière, par exemple, d'obtention des permis d'exploitation. L'erreur, par contre, et c'est tout le problème de ce type de projet, ce serait de penser le développement d'une telle plateforme en isolation avec le reste de la zone maritime. La plateforme, en fait, vous comprendrez bien, elle devient un objet lui-même qui rentre dans la planification stratégique de l'ensemble de l'espace maritime, soit autour d'une île ou soit le long d'une côte.
Comme le cadre conceptuel sur la planification des espaces maritimes pour la Méditerranée le rappelle, ce cadre conceptuel qui a été publié en 2018 et rédigé, préparé en commun entre l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et plus particulièrement le plan d'action pour la Méditerranée, Convention de Barcelone, dit qu'effectivement, il va falloir penser l'utilisation éventuelle d'une telle plateforme multi-usage, d'abord en tant qu'objet en termes de connectivité linéaire, par exemple avec les routes des navires, les réseaux d'énergie, ou encore la trame bleue, ce qu'on appelle la trame bleue, ou les corridors bleus, si vous voulez, en matière de conservation, de protection de la biodiversité. Les connectivités entre zones spécifiques, on en parle beaucoup aujourd'hui en Méditerranée, même s'il reste beaucoup à faire sur les réseaux d'aires marines protégées. La connectivité des habitats marins, bien évidemment, par rapport à l'écosystème. Typiquement en Méditerranée, la question de la connectivité entre, par exemple, les herbiers de Posidonie sur l'ensemble des régions méditerranéennes. Et puis enfin, fondamental, bien sûr, la connectivité entre les opérateurs de la plateforme et les autres, pas seulement au sein de la plateforme, mais les opérateurs de cette plateforme avec les autres opérateurs dans la zone économique exclusive qui est concernée. Par le partage des connaissances, bien sûr, et puis cette coopération, cette coordination entre acteurs et décideurs qui est si indispensable à toute, je dirais, gestion et planification intégrée. La semaine dernière, il y a eu le deuxième atelier pour la Méditerranée occidentale et orientale, le deuxième atelier technique du projet MSP Med, dont vous avez peut-être entendu parler. Je crois qu'un bon nombre d'entre vous, même certains, sont impliqués dans ce projet. Et on a parlé de l'interface terre-mer, beaucoup de l'analyse donc à l'interface terre-mer, le tableau qui vous a été présenté par Frédéric auparavant sur les différentes activités et les impacts dans les deux sens de cette activité. Et je crois que c'est particulièrement dans cette zone, disons les zones territoriales, souvent où il y a un maximum d'activités, que l'identification de toutes ces connectivités dont je viens d'évoquer pour la planification intégrante doit intervenir en engageant particulièrement l'ensemble des acteurs et des décideurs concernés. Toute la question de la participation des acteurs qui reste entière, comme c'est le cas déjà dans le domaine de la gestion intégrée des zones côtières. À ce titre, en Méditerranée, je voudrais insister encore une fois sur les pratiques historiques en matière de gestion intégrée des zones côtières, encouragées par un protocole. Aujourd'hui, dans le cadre de la Convention de Barcelone, les moyens de formation qui vont avec et qui sont communs à l'ensemble des deux régions méditerranéennes, orientale et occidentale. Et je pense que tout ce dispositif qui est déjà en place devrait aider énormément, comme c'est déjà le cas, on le voit, pour un certain nombre de pays dans le sens d'une planification des espaces maritimes. Voilà, je voudrais la diapo suivante. Voilà, je voulais simplement vous montrer le montage de notre plateforme, comment il était composé par mer régionale, la Méditerranée certainement, l'Atlantique, dont Frédéric s'occupe, et d'autres collègues qui s'occupent des autres régions, Baltique, mer du Nord, mer Noire. Tout ça pour vous dire que non seulement il s'agit d'une expertise mise à disposition pour chacune des régions maritimes, mais je pense que en se basant sur les avantages comparés entre mers régionales, ce qui fait la force de cette plateforme et dont chaque utilisateur peut profiter, c'est justement cette approche comparée entre les différentes mers et expériences dans les mers régionales européennes qui peuvent être mises à profit, et en l'occurrence plus particulièrement dans la Méditerranée occidentale et avec ma collègue en Méditerranée orientale. Je vous remercie.